Si la maison de retraite ne te convient pas, alors fais tes valises et fiche le camp de chez moi. Ce sont les mots que mon fils m'a hurlés en me regardant droit dans les yeux. Je suis restée silencieuse, parvenant seulement à esquisser un faible sourire. J'ai plié mes vêtements avec soin, rangé les vieilles photographies et fermé ma valise. 1 heure plus tard, une berline noire s'est garée devant la maison. Quand mon fils a ouvert la porte et a vu qui venait me chercher, le sourire a disparu de son visage. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ce sentiment, lorsque vous regardez l'enfant que vous avez jadis tenu dans vos bras, que vous avez nourri, à qui vous avez appris à marcher, et que vous réalisez que vous ne reconnaissez plus la personne qui vous fait face. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand mon fils, Antoine, m'a mise à la porte. Non, pour être exact, de ma propre maison. Cette maison avait été achetée avec l'argent que j'avais économisé pendant 32 ans à coudre des robes de mariée pour d'autres femmes. Chaque couture portait ma sueur. Chaque morceau de dentelle avait payé une brique de cette demeure. Mais ce dimanche après-midi de mars, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Je faisais la vaisselle après le déjeuner, comme toujours, car selon Manon, ma belle-fille, ma place était à la cuisine. Le devant de ma robe à fleurs était humide. Mes mains calleuses tremblaient légèrement en tenant l'éponge. Antoine est entré, arborant ce même froncement de sourcils que je lui voyais depuis qu'il était petit et se faisait gronder par son père. Mais mon mari, Robert, était parti depuis 13 ans, et l'homme de 42 ans qui se tenait devant moi n'était plus ce garçon. « Maman, il faut qu'on parle. » J'ai séché mes mains sur un torchon brodé fait par une vieille amie, je me suis retournée et j'ai offert un sourire fatigué. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» Manon est apparue, ongles rouges, cheveux lisses, rouge à lèvres carmin. Elle a croisé les bras, s'appuyant contre l'encadrement de la porte comme quelqu'un qui attend le début d'un spectacle. « Nous avons décidé, » a dit Antoine, évitant mon regard. « Cette maison est un peu juste. Les enfants ont besoin de plus d'espace, et tu vieillis. Il est peut-être temps que tu trouves un endroit plus adapté. » Mon cœur a lourdement battu. Je savais ce qui venait. Un endroit plus adapté, ai-je répété lentement. Tu veux dire une maison de retraite ? Maman, il y en a de très bien près d'ici. Elles ont des amis, des activités, des infirmières pour prendre soin de toi. Une maison de retraite ? L'ai-je coupé. Le mot est sorti comme une balle. Tu essaies de m'envoyer dans un hospice. Le silence dans la cuisine s'est alourdi. Manon faisait semblant de faire défiler quelque chose sur son téléphone. Finalement, Antoine m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la froideur. Pas un hospice, maman. Une résidence senior, haut de gamme. La seule différence, ai-je dit calmement, c'est que vous essayez de vous débarrasser de moi. Ma voix n'a pas tremblé. Je ne les laisserai pas voir ça. Antoine a hurlé. Alors pars. Si la maison de retraite ne te convient pas, fais tes valises et fiche le camp de chez moi. Son cri a résonné dans la cuisine, a rebondi sur les murs que j'avais peints, à travers le couloir où j'avais accroché des photos et dans l'escalier que j'avais nettoyé chaque jour, pendant 3 ans. Manon a tenté de cacher un sourire narquois derrière sa main, mais je l'ai vu. C'est à cet instant que quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Il s'était brisé il y a longtemps. Ce fut le dernier fil qui me reliait à l'illusion que j'avais encore une famille. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé le fils que je ne reconnaissais plus et j'ai fait la dernière chose à laquelle il s'attendait. J'ai souri. « Très bien, Antoine. Je vais faire mes affaires. » Son visage s'est décomposé, de la confusion mêlée de peur. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, à une scène quelconque, mais non, il n'y avait qu'un calme glacial. Je suis montée dans la petite chambre au fond du couloir où je dormais, un espace si minuscule qu'il ressemblait à un débarras. J'ai sorti ma vieille valise en cuir, la même que j'avais apportée il y a 3 ans en emménageant. J'ai plié mes vêtements avec soin, chaque chemisier, chaque robe, chaque foulard que j'avais cousu moi-même. J'ai sorti une petite boîte en bois remplie de photos. Robert et moi le jour de notre mariage. Antoine bébé dans mes bras. Ma mère debout dans le jardin de la maison où j'avais grandi. Je n'ai pas versé une seule larme. 1 heure plus tard, j'ai descendu la valise. Antoine était assis sur le canapé que j'avais acheté. Manon à côté de lui, avec cette expression triomphante. Quand la sonnette a retenti, Antoine s'est levé avec un soupir agacé et a ouvert la porte. Et son visage,
Je ne l'oublierai jamais. Une élégante berline noire attendait. Le chauffeur en costume a ouvert la portière arrière et un homme d'environ 70 ans, cheveux argentés impeccablement coiffés, vêtu d'un costume bleu marine profond, en est sorti. C'était Étienne Chevalier, l'ancien associé de Robert et le propriétaire du groupe Chevalier, l'homme le plus riche du quartier. Et il venait pour moi. Antoine s'est figé, bouche bée. Manon est devenue livide. Étienne est entré, se dirigeant droit vers moi comme si mon fils n'existait pas. « Solange, dit-il chaleureusement en souriant. « Êtes-vous prête ?» J'ai saisi ma valise et j'ai lancé un dernier regard à Antoine. « Merci pour tout, Antoine. La maison est à toi maintenant. » Je suis sortie. Le sourire sur son visage s'est complètement évanoui. À travers la vitre arrière de la berline, je l'ai vu, toujours immobile sur le perron, regardant sa mère partir avec élégance. Et pour la première fois en 3 ans, je me suis sentie libre. À l'intérieur, la faible odeur de cuir véritable et d'eau de Cologne coûteuse emplissait l'air. Étienne s'est assis à côté de moi, gardant une distance respectueuse alors que la voiture glissait sur le boulevard. Je serrais fermement la poignée de la valise, comme si c'était la seule chose réelle qui restait. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'un étrange mélange de soulagement et d'incrédulité. « Solange, tout va bien ?» demanda doucement Étienne. J'ai voulu dire « Je vais bien ». Prétendre que j'avais le contrôle. Mais ce qui est sorti, c'est un soupir là. Je ne sais même pas ce que je ressens, Étienne. C'est trop nouveau. Il a hoché la tête sans parler. Nous sommes restés assis en silence, regardant la ville défiler. Les voitures, les panneaux d'affichage, les piétons, le monde qui continuait comme si ma vie ne venait pas de s'effondrer. Quand nous sommes arrivés à son immeuble, une luxueuse tour de verre au centre-ville, j'ai eu besoin du bras d'Étienne pour m'aider à sortir. Les gardiens de sécurité se sont inclinés respectueusement. Il leur a souri en retour, tandis que je restais invisible à leurs yeux. Juste une femme à ses côtés. L'ascenseur en miroir reflétait une femme de 68 ans dans une robe simple. Cheveux gris attachés en chignon, yeux gonflés d'avoir retenu ses larmes. « Vous êtes toujours aussi belle, Solange », dit doucement Étienne, comme s'il lisait dans mes pensées. « Vous l'avez toujours été. » J'ai eu envie de rire, de lui dire qu'il devait avoir des visions, mais la sincérité dans ses yeux m'a fait taire. Son appartement était au 23e étage, un penthouse dominant la ville. Quand les portes se sont ouvertes, je me suis arrêtée, émerveillée. Sols en marbre, haut plafond, lumière du soleil inondant les murs de verre, le décor élégant mais chaleureux. « Votre chambre est à l'étage, » dit Étienne en portant ma valise. « Vous avez votre propre salle de bain, votre dressing et un balcon. Faites comme chez vous. C'est votre maison maintenant. » Ma maison, maintenant. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je montais l'escalier en bois poli. La chambre était 2 fois plus grande que celle que j'avais chez Antoine. Un lit immense, couvert de draps blancs impeccables. Une lumière dorée filtrait à travers des rideaux de lin. L'air sentait le frais, comme un nouveau départ. Je me suis assise sur le bord du lit et les larmes sont enfin venues. Pas de tristesse, mais d'épuisement, des années de douleur contenues enfin libérées. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Quand j'ai levé les yeux, la ville scintillait sous les lumières de la nuit. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Antoine qui appelait. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis à nouveau. J'ai refusé l'appel. Les notifications affluaient. 47 appels manqués, 23 messages. Je les ai ouverts. « Maman, où es-tu ? Réponds, s'il te plaît. » C'était qui cet homme ? On peut parler ? Maman, je suis inquiet. J'ai ri doucement. Inquiet pour moi ? Après m'avoir chassé de ma propre cuisine ? J'ai éteint le téléphone. On a frappé doucement à la porte. « Solange, j'ai fait du thé », dit Étienne en entrant avec un plateau d'argent, une théière et quelques biscuits. Il s'est assis près de la fenêtre, versant le thé sans un mot. L'odeur de camomille et de mélisse a rempli la pièce, mon mélange préféré. « Comment saviez-vous » ai-je demandé. « Robert me l'avait dit », dit-il gentiment. « Il disait que vous en buviez toujours avant de vous coucher. » La mention de Robert m'a serré le cœur. Robert Chevalier, l'homme que j'avais aimé plus que la vie elle-même, mort d'une crise cardiaque 13 ans plus tôt. « Pourquoi êtes-vous venu me chercher aujourd'hui, Étienne ? Comment saviez-vous » Il a marqué une pause. « Je ne savais pas. Une pure coïncidence.
Je passais en voiture et j'ai vu votre petit-fils jouer dans le jardin. J'ai pensé m'arrêter pour dire bonjour, mais quelque chose m'a dit de revenir plus tard. Quand je vous ai vu sortir avec cette valise et l'expression sur le visage de votre fils, j'ai tout compris. Il m'a mise à la porte, ai-je dit, la voix plate. Mon propre fils. Étienne a posé sa tasse, les doigts entrelacés. Solange, je dois vous dire quelque chose. Mais d'abord, il y a une chose que j'ai gardée pour moi pendant de nombreuses années. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ses yeux portaient à la fois la paix et la tristesse. « Je vous ai toujours aimé », dit-il tranquillement. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre ma propre respiration. Depuis le jour où Robert vous a présenté comme sa fiancée. Vous aviez 23 ans, vous portiez cette robe jaune à petites fleurs. Votre sourire illuminait toute la pièce. J'ai su que j'avais manqué la seule chance de ma vie. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit était vide. La voix d'Étienne est devenue plus douce, mais plus ferme. Robert était mon meilleur ami, et vous l'aimiez. Alors, j'ai gardé mes sentiments pour moi, je les ai transformés en respect, en amitié. J'ai épousé Laure, j'ai eu des enfants, j'ai construit ma vie. Mais Solange, il s'arrêta, la voix brisée. Vous avez toujours été la seule dans mon cœur. Les larmes ont coulé à nouveau. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être la confusion, ou parce que pour la première fois depuis si longtemps, quelqu'un me voyait vraiment. Pas comme une mère accablante, mais comme une personne de valeur. Laure est décédée il y a 5 ans, a-t-il poursuivi. J'ai respecté mon deuil, j'ai attendu de pouvoir, mais je n'ai jamais trouvé le courage de vous chercher. Étienne s'est levé, s'est approché, puis s'est agenouillé devant moi. Un milliardaire de 73 ans agenouillé devant une femme comme moi. Mais aujourd'hui, quand je vous ai vu quitter cette maison avec la grâce d'une reine, j'ai su que je ne pouvais pas vous perdre à nouveau. Étienne, Il m'arrêta doucement. Vous n'avez rien à dire. Sachez simplement que vous n'êtes plus seul. Vous ne serez plus jamais seul. Il a embrassé mon front, une promesse sous forme de contact, puis a quitté la pièce en silence. Je suis restée assise là, regardant la ville scintillante au-delà de la vitre, tenant une tasse de thé devenue froide. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais vraiment vue. Le lendemain matin, Étienne a frappé à ma porte. « Mettez quelque chose de joli », dit-il avec un sourire mystérieux. « Nous avons un rendez-vous important. » « Quel genre de rendez-vous ? Faites-moi confiance. » 1 heure plus tard, nous arrivions au bureau de son avocat, un immeuble de verre élégant au centre-ville. Son avocat, maître Olivier Roussel, un homme chauve avec des lunettes, m'a serré la main avec un respect inhabituel. « Madame Solange, c'est un honneur de vous rencontrer. » Étienne m'a tiré une chaise et s'est assis à côté de moi. « Olivier, allez-y. » L'avocat a ouvert un dossier bleu, en a sorti plusieurs papiers et m'a regardé directement. « Madame Solange, Monsieur Chevalier a une offre pour vous. Il souhaite vous céder des parts minoritaires dans 3 des projets du groupe Chevalier. Cela vous assurerait un revenu mensuel estimé à environ 10 000 € selon les résultats trimestriels. » J'ai cligné des yeux plusieurs fois, abasourdi. « Je suis désolé. »« Qu'avez-vous dit ?» Étienne a souri. « Vous n'aurez plus jamais à dépendre de personne. Ni de moi, ni d'un fils ingrat. De personne. » À ce moment-là, j'ai compris. Ma vie avait complètement changé. Antoine continuait d'appeler. Les 47 appels s'étaient transformés en 200. Mais je n'ai jamais répondu. Parce que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Du moins, pour l'instant. Mais ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que la berline ce jour-là n'était pas la plus grande surprise. Son véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le penthouse d'Étienne. C'était étrange, comme se réveiller dans un endroit inconnu, mettre quelques secondes à me souvenir où j'étais. J'ai ouvert les yeux sur le haut plafond, les rideaux de lin ondulant dans la brise. Un instant, j'ai cru rêver, mais ce n'était pas le cas. Je me suis redressée lentement, mes genoux craquants, le prix de l'âge. Je suis sortie sur le balcon et j'ai regardé la ville en contrebas. D'ici, Paris semblait complètement différente, plus propre, plus lumineuse, plus calme. Fini la vue morne depuis la minuscule chambre de la maison d'Antoine où tout ce que je voyais était un mur gris et une citerne rouillée. Une vague de froid m'a envahi. J'avais ignoré trop de choses, négligé trop de signes, avalé d'innombrables petites cruautés juste pour garder la paix.
Je me suis assise dans le fauteuil suspendu du balcon illuminé et j'ai laissé les souvenirs affluer. Il y a 3 ans, j'avais vendu mon petit appartement. Un 3 pièces, payé avec des années de couture de robes de mariée. Chaque mètre carré avait été gagné à la sueur de mon front et à force d'aiguilles. Antoine était venu un samedi après-midi avec Manon et ce sourire charmeur. « Maman, tu dois te sentir seule à vivre seule. Et si quelque chose t'arrive, tu ne rajeunis pas. » L'âge, ce mot qu'ils utilisaient comme une sentence. « Je vais bien, mon chéri. J'ai des amis, mes propres routines. » Manon était intervenue, douce comme du sirop. « Notre maison est grande. Les enfants t'adorent et on prendra bien soin de toi. » Soin ? Cela semblait réconfortant, mais c'était un mensonge enrobé de gentillesse. Antoine s'était gratté la tête, l'air gêné comme autrefois. En fait, on pense ouvrir une autre succursale du magasin, mais il nous manque des fonds. Si tu vendais ton appartement et que tu investissais avec nous, ce serait comme un partenariat familial. Alors, j'ai vendu. J'ai vendu l'appartement pour environ 170 000 € et j'ai tout donné à mon fils, croyant que j'investissais dans son avenir, dans l'avenir de notre famille. 3 ans ont passé et je n'ai jamais revu un seul centime. Les souvenirs venaient couche par couche, perte après perte. Les bijoux de ma grand-mère Clarisse avaient disparu. Une broche en perles, une bague en or avec une améthyste et un collier d'ambre. Pas cher, mais des héritages inestimables de l'époque où elle avait fui l'Europe pendant la guerre. Je les avais cachés dans une petite boîte en velours bleu au fond de ma commode. Puis un jour, la boîte avait disparu. « Tu l'as peut-être mise ailleurs et tu as oublié », avait dit Antoine, les yeux toujours fixés sur son téléphone. Je n'ai pas oublié. Je savais exactement où je l'avais laissée. Manon se tenait à la porte, souriant faiblement. « Belle maman, honnêtement, à votre âge, oublier des choses est normal. Ma grand-mère était pareille juste avant de déménager en maison de retraite. La maison de retraite, elle plantait cette idée depuis longtemps. Je n'ai jamais revu ses bijoux. 6 mois plus tard, j'ai vu une photo de Manon en vacances à Marrakech, portant un bracelet identique au mien. Quand je lui ai posé la question, elle a ri. « Oh, je l'ai acheté sur un marché artisanal au Maroc. » Je n'ai pas réagi, je n'ai pas fait de scène. J'ai avalé mes larmes et j'ai fait semblant de la croire. Parce que j'avais peur. Peur de perdre mon fils, peur d'être seule, peur d'admettre que j'avais élevé un homme trop faible pour défendre sa propre mère. Mais le pire souvenir datait d'une nuit d'été, il y a 8 mois. Je suis descendue chercher un verre d'eau et j'ai entendu la voix de Manon dans le salon. « Chérie, encore quelques mois et elle sera dans cette maison de retraite. Je transformerai sa chambre en dressing. » Elle a ri. Non, elle ne se doute de rien. Elle est si naïve, elle pense toujours que son fils l'aime. Je me suis figée dans l'escalier, m'agrippant à la rampe pour ne pas m'effondrer. On a déjà dépensé la plupart de l'argent de la vente de son appartement, a-t-elle poursuivi. Mais ne t'inquiète pas, une fois qu'elle sera partie, on vendra cette maison. On en achètera une plus petite et il nous restera encore beaucoup. Antoine, il fait juste tout ce que je dis. Les hommes faibles sont faciles à contrôler. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à ce que mon oreiller soit trempé. Pourtant, je n'ai rien fait, parce qu'au fond de moi, je gardais espoir. Espoir qu'Antoine réaliserait, qu'il prendrait la défense de sa mère. Quelle idiote j'étais. Les mois qui ont suivi ont été une pure humiliation. Manon me traitait comme une employée de maison. « Belle maman, puisque vous ne travaillez plus, laissez-moi me concentrer sur ma carrière. Vous pouvez vous occuper de la maison. D'accord ? C'est un juste échange. » Alors, j'ai nettoyé, cuisiné, fait la lessive, gardé les enfants, préparé le déjeuner pour 8 personnes chaque dimanche lorsque sa famille venait. En retour, j'avais un toit sur la tête, une chambre minuscule et l'illusion que je faisais toujours partie de la famille. « Solange, réchauffe la nourriture de Léo. Solange, repasse mes vêtements. Solange, donne le bain à Alice, je dois sortir. Jamais un seul « s'il te plaît » ou « merci ». Antoine restait assis là, faisant semblant de ne pas remarquer. Un après-midi, mon petit-fils Léo, 8 ans, a ramené un dessin de sa famille. Son père, sa mère, sa petite sœur et une petite silhouette dans le coin. « C'est qui ça ?» ai-je demandé. « C'est toi, mamie. » La maîtresse a dit de dessiner notre famille, mais maman a dit « Tu n'en fais pas vraiment partie. Tu restes juste ici pour l'instant. »
Ces mots m'ont transpercé le cœur. « Et qu'en penses-tu, mon chéri » ai-je demandé doucement. Il a souri innocemment. « Je pense que tu es la famille. Tu fais du gâteau au chocolat tous les vendredis. » C'était la chose la plus douce et la plus douloureuse que j'ai jamais entendue. Assise maintenant sur le balcon du penthouse, je pouvais me souvenir de chaque humiliation, de chaque larme ravalée. Et puis j'ai réalisé que quelque chose en moi avait changé. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était de la clarté. Pendant 3 ans, j'avais accepté des miettes d'affection. Je m'étais effacé juste pour rester, disparaissant lentement sous la peur d'être chassé. Et à la fin, ils m'ont quand même chassé. Parce que pour quelqu'un comme Manon, je ne serais jamais assez, juste un fardeau dont il fallait se débarrasser. Et Antoine, mon fils, avait choisi son camp depuis longtemps. J'avais simplement été aveugle, m'accrochant au souvenir du petit garçon qu'il avait été, refusant de voir le lâche qu'il était devenu. J'ai pris mon téléphone. 213 appels manqués. Les messages continuaient d'affluer. « Maman, s'il te plaît, réponds. Maman, il faut qu'on parle. » Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Il ne le pensait pas, mais il l'avait dit. Il l'avait hurlé. Il m'avait jeté comme un déchet. J'ai bloqué son numéro. Étienne a frappé et est entré, portant un plateau de petit déjeuner. Toast, beurre, confiture de fraises et un verre de jus d'orange frais. « Bien dormi ? » ?»« Mieux que je ne l'ai fait en 3 ans, ai-je répondu. Et c'était vrai. Il s'est assis, m'étudiant attentivement. « Vous semblez différente d'hier. »« Je me souviens, ai-je dit lentement. De toutes les fois où je me suis tue alors que j'aurais dû parler. » Étienne a hoché la tête, les yeux pleins de compréhension. « Que comptez-vous faire maintenant ?» Je l'ai regardé. Puis, j'ai regardé le vaste paysage urbain que j'avais presque oublié. Maintenant, je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. C'est-à-dire, j'ai souri. Pas le sourire de douleur cette fois, mais de résolution. Je vais me souvenir de qui je suis. Et quand une femme se souvient de qui elle est vraiment, ceux qui l'ont méprisée apprendront une leçon qu'ils n'oublieront jamais. 2 jours plus tard, Étienne m'a emmené dans un immense immeuble commercial du centre-ville. Façade de verre étincelante, sécurité stricte, l'air chargé de l'odeur du pouvoir et de l'argent des grands cabinets d'avocats. « Faites-moi confiance », dit-il en me serrant doucement la main alors que nous entrions dans l'ascenseur. 12e étage. Une plaque dorée brillante indiquait « Roussel et associés, droit des sociétés ». Maître Olivier nous attendait dans une salle de conférence spacieuse avec une table en noyer, des chaises en cuir et des étagères remplies de livres de droit qui semblaient plus décoratifs qu'utiles. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas le luxe ou les étagères imposantes. C'était le dossier bleu sur la table. Dessus, écrit soigneusement, il y avait un nom. Robert Chevalier. Mon cœur s'est arrêté. « Madame Solange, veuillez vous asseoir », dit Olivier en désignant la chaise en face de lui. Je me suis assise, mes jambes flageolant. Étienne s'est assis à côté de moi, tenant toujours ma main. Ce contact était la seule chose qui me maintenait ancrée. Olivier a ouvert le dossier. Une pile de documents, de sceaux, de signatures, de certificats. « Avant de commencer, » dit-il en me regardant par-dessus ses lunettes, « je dois vous demander, saviez-vous que votre défunt mari était cofondateur du groupe Chevalier ?» « Je le savais, ai-je répondu. Robert et Étienne ont lancé cette entreprise ensemble dans les années 90. Et saviez-vous qu'à son décès, ses parts devaient être partagées entre les héritiers légaux? Oui, mon fils Antoine m'a dit que tout lui revenait. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Étienne et Olivier ont échangé un regard. Le genre de regard qui précède une vérité dévastatrice. « Madame Solange, » dit Olivier en sortant un autre dossier, « votre fils vous a menti. » Le monde autour de moi sembla s'arrêter. « Que voulez-vous dire ?» ai-je suffoqué. Robert a laissé un testament notarié. 40% des parts vous appartiennent, 40% à Antoine et 20% à la fondation caritative qu'il a créée. Il a poussé un document vers moi. Ici, il y a la date, la signature et la certification officielle, rédigée 3 mois avant son décès. Mes mains tremblaient en le prenant. La signature de Robert, audacieuse et claire. Et à côté, mon nom. 40%. Mais Antoine a dit que l'avocat avait conseillé que, comme je ne comprenais rien aux affaires, il valait mieux que tout soit à son nom. J'ai signé une procuration. Vous avez signé pour qu'il gère,
corrigea fermement Olivier. Pas pour qu'il vole. Ce sont deux choses très différentes. Vous êtes toujours la propriétaire légale de 40%. La tête me tournait. Trop d'informations, trop de colère, trop de trahison. La mâchoire d'Étienne s'est crispée. Il y a plus, dit-il. Il y a 2 ans, Antoine a vendu toutes les parts de la société à un groupe d'investissement. Il a falsifié votre signature et a gardé tout l'argent. Ma gorge s'est nouée. Combien ? Olivier a jeté un coup d'œil à un autre document. L'entreprise était évaluée à environ 4 000 euros. Vos 40% équivalaient à 1 600 000 euros. Incluant les intérêts, les ajustements de valorisation et les dommages moraux, le total s'élève aujourd'hui à environ 2 100 000 euros. 2 100 000 euros. Pendant que j'étais chassé de ma propre maison, dormant dans une chambre exiguë, humilié chaque jour, mon fils était assis sur cet argent. « Je veux porter plainte », ai-je dit, la voix stable. « Je veux récupérer chaque centime. » Avec les intérêts, les pénalités et la justice. Olivier a souri, le sourire d'un avocat qui sait qu'il va gagner. L'assignation est prête. Il ne manque que votre signature. J'ai pris le stylo et j'ai signé 3 copies. Chaque trait, une déclaration de guerre. Antoine sera notifié dans les 48 heures, dit Olivier. Il aura 15 jours pour répondre. Mais avec ses preuves, fausses signatures, relevés bancaires, documents originaux, il n'a aucune issue. En quittant le bureau, mon esprit tournait, mais à l'intérieur de ma poitrine, il y avait un nouveau sentiment. Le pouvoir. Sur le chemin du retour, Étienne s'est arrêté dans un café et a commandé 2 expressos. Il m'a regardé sérieusement. « Solange, êtes-vous sûre ? Poursuivre votre propre fils ne sera pas facile. Il va se battre. Manon va continuer à l'empoisonner. Et vos petits-enfants ?» J'ai interrompu. Mes petits-enfants doivent grandir en sachant que leur grand-mère n'était pas quelqu'un qu'on piétine, que le respect de soi n'est pas à vendre, et que voler sa propre mère a des conséquences. Étienne a souri, une lueur de fierté dans les yeux. Voilà la Solange que je connais. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone. Plus de 400 appels manqués. Et j'ai dormi du sommeil le plus profond que j'ai eu depuis des années. Sans culpabilité, sans peur, sans regret. 2 jours plus tard, le téléphone fixe d'Étienne a sonné à 7 heures du matin. C'était Olivier. Il a reçu l'assignation. D'après sa réaction, je dirais qu'aujourd'hui est le pire jour de la vie de votre fils. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait sur les toits de Paris. Et moi, je ne faisais que commencer. Antoine pensait qu'il était malin, que je ne découvrirais jamais. Mais il avait oublié une chose. Je suis la fille d'immigrés italiens. Et les Italiens, quand on les trahit, reprennent tout. 3 semaines se sont écoulées depuis que le tribunal a émis l'assignation. 3 semaines de silence complet de ma part. 3 semaines pendant lesquelles Antoine a probablement vieilli de 10 ans. Je le savais parce qu'Étienne avait engagé un détective privé. Pas par vengeance, mais par stratégie. Connaître son ennemi, c'est la moitié de la bataille. Et oui, mon fils était devenu mon ennemi. Ce samedi matin, j'ai décidé qu'il était temps de le regarder dans les yeux. Pas par nostalgie, pas pour une réconciliation, mais parce que certaines conversations doivent avoir lieu face à face. J'ai rallumé mon téléphone après des semaines de silence. Il a décroché immédiatement. « Maman, Dieu merci. Il faut qu'on parle. C'est un énorme malentendu, je peux t'expliquer. Restaurant La Rotonde. Ce soir, 20h. Toi et Manon. Ne soyez pas en retard. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Étienne, vautré dans son fauteuil avec une tasse de café, a gloussé. « Vous êtes magnifique lorsque vous prenez le contrôle. » J'ai appris des meilleurs, ai-je dit en lui faisant un clin d'œil. À 19h30, j'étais prête. J'ai choisi une robe noire arrivant aux genoux, celle que j'avais cousue pour moi il y a des années, mais que je n'avais jamais osé porter. Talons bas, cheveux lâchés sur mes épaules, quelques mèches argentées brillant sous la lumière, les lèvres peintes en rouge profond. Quand je suis descendue, Étienne s'est levé brusquement, stupéfait. « Solange, vous êtes éblouissante. » J'ai souri légèrement. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais on peut être belle en le savourant. Nous sommes arrivés à la Rotonde à 20h précises. Le restaurant était élégant, lustres en cristal,
nappe blanche impeccable, serveur en gants blancs, le genre d'endroit où un seul dîner coûtait autant qu'une semaine de travail de couture à l'époque. Antoine et Manon étaient déjà assis dans un coin, tous deux mal à l'aise. Quand ils m'ont vu, leurs visages ont changé. Antoine est devenu blême. Les yeux de Manon se sont écarquillés. Je n'étais plus la vieille femme en robe à fleurs trempée d'eau de vaisselle. J'étais redevenue moi-même, la femme qu'ils avaient oublié qu'elle existait. J'ai marché vers eux, sentant chaque regard me suivre. C'était peut-être mon imagination, mais je me sentais comme une reine. « Maman !» Antoine s'est levé d'un bond, essayant de me serrer dans ses bras. Je l'ai esquivé et me suis assise en face d'eux, croisant les jambes et faisant signe au serveur. « Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Merci. » L'air était lourd de tension. Manon tripotait sa serviette. Antoine regardait autour de lui, évitant mes yeux. « Vous avez l'air bien apprêté, » ai-je dit nonchalamment. « Manon, nouvelle robe, n'est-ce pas? Et toi, Antoine, c'est une montre Tag Heuer, non? Très jolie. » Antoine a dégluti difficilement. « Maman, à propos de l'assignation? »« Oh, l'assignation ?» ai-je interrompu en souriant. « Oui, nous devrions en parler. » J'ai ouvert mon sac à main, j'en ai sorti une enveloppe Kraft et je l'ai posée au milieu de la table. « Je veux que vous voyiez ça tous les deux. » Manon a regardé l'enveloppe comme si c'était une bombe à retardement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ouvre-la et vois. » Antoine l'a déchirée avec des mains tremblantes. La couleur a quitté son visage. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents falsifiés, ma signature imitée et des relevés bancaires montrant 1 600 000 € transférés sur son compte il y a 2 ans. « Où as-tu eu ça ?» a-t-il murmuré. « Ton père était un homme prudent, Antoine. Il gardait des copies de tout dans un coffre. Quand il est mort, il m'a laissé la clé. Un mensonge, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Je n'aurais jamais pensé m'en servir contre mon propre fils. Maman, je peux expliquer. »« Alors vas-y, » ai-je dit froidement. « Explique pourquoi tu as falsifié la signature de ta mère. Pourquoi tu m'as volé près de 2 millions d'euros. Pourquoi tu m'as laissé dormir dans une chambre de la taille d'un placard pendant que tu dépensais mon argent en montres suisses et en restaurants de luxe. » Le serveur a apporté le vin. J'ai pris une longue gorgée, le goût amer se répandant sur ma langue, plus doux que tout ce que j'avais jamais goûté. Manon a tenté de retrouver son sang-froid. « Belle maman, nous ne voulions pas. » Je me suis tournée vers elle, mon regard la faisant reculer. « Tais-toi, tu n'as pas le droit de me parler. C'est toi qui as volé les bijoux de ma grand-mère, qui m'a transformée en domestique dans ma propre maison et qui prévoyait de me jeter dans un hospice pour transformer ma chambre en dressing. » Manon est devenue livide. « Comment avez-vous... » « Les maisons ont des oreilles. Et tu parles beaucoup trop fort au téléphone. » Antoine a enfoui son visage dans ses mains. « Maman, tout est de ma faute. Manon n'a rien à voir là-dedans. »« Bien, » ai-je dit en me penchant en avant. « Alors admets-le. Admets que tu as volé mon argent, que tu m'as mise à la porte de ma propre maison et que tu m'as hurlé dessus comme un animal. » Des larmes coulaient sur son visage, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Je ne sais plus ce qui t'est arrivé, Antoine. Le garçon que j'ai élevé a disparu. Il ne reste qu'un lâche qui a choisi l'argent plutôt que sa mère. Maman, je suis désolée. J'ai ri d'un rire sec et vide. Tu n'es désolée que parce que tu t'es fait prendre, parce que maintenant tu vas devoir tout rendre, chaque centime, avec les intérêts et les dommages. Je me suis levée, attrapant mon sac. C'est drôle, j'ai vendu mon appartement pour investir en toi 170 000 €. Et pendant que je vivais à l'étroit dans une chambre minuscule, tu étais assis sur près de 2 millions d'euros de mon argent. L'entreprise avait des difficultés, maman. J'avais besoin de l'argent. Besoin ? J'ai haussé la voix. Quelques personnes se sont tournées pour regarder, mais je m'en fichais. Besoin d'acheter une nouvelle voiture, de partir en vacances à Marrakech, d'acheter des robes de créateur pendant que ta mère lavait tes vêtements et dormait dans une chambre sans fenêtre ? Le silence était suffocant. Les yeux de Manon se sont remplis de larmes, mais c'étaient des larmes de rage, pas de remords. « Votre avocat traitera avec le mien, » ai-je dit en m'éloignant de la table. « Soit vous me rendez ce qui m'appartient à l'amiable, soit le tribunal vous y forcera. Et croyez-moi, ça fera beaucoup plus mal. »« Maman, attends. » Je me suis retournée une dernière fois. « Une dernière chose, Antoine. Quand je mourrai,
Et ce ne sera pas de sitôt, car maintenant j'ai une raison de vivre plus longtemps. Ne viens pas à mon enterrement. Ne verse pas de larmes hypocrites. Ne prétends pas être un fils dévoué. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée. Je suis sortie du restaurant la tête haute. Le chauffeur d'Étienne attendait dehors. Je suis montée dans la voiture, et j'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est que lorsque la voiture a démarré que mon corps s'est mis à trembler, et qu'une seule larme a roulé sur ma joue. Pas de tristesse, mais de soulagement. Parce qu'enfin, après toutes ces années, j'avais tout dit. Mais ce dîner n'était que le début. Car une fois que Manon a réalisé qu'elle était sur le point de tout perdre, son vrai visage est apparu. Le piège que Manon a tendu par la suite a failli me détruire. Et croyez-moi, le pire était encore à venir. Après ce dîner, je pensais pouvoir enfin respirer, que les jours les plus sombres étaient derrière moi, qu'il ne restait plus qu'à attendre la justice. J'avais tort. Une semaine plus tard, Étienne est entré dans ma chambre avec une expression que je ne lui avais jamais vue, un mélange de colère et de dégoût. « Solange, il faut qu'on parle. » Son ton m'a tordu l'estomac. Ce ton n'apportait jamais de bonnes nouvelles. Il s'est assis sur le bord du lit, tenant une enveloppe Kraft, évitant mon regard. L'enquêteur que j'ai engagé pour suivre l'affaire a trouvé quelque chose. Il a marqué une pause, puis a dit doucement « C'est à propos de Manon. »« Quoi encore ?» ai-je demandé. Il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Manon entrant dans un hôtel, sortant d'un appartement, et plusieurs clichés d'elle embrassant un homme qui n'était certainement pas Antoine. Il était plus jeune, musclé, le crâne rasé, portant un débardeur moulant, le genre d'homme qui vivait à la salle de sport, pas à la maison. « Qui est-ce » ai-je demandé, bien qu'au fond de moi, je le savais déjà. Enzo, 32 ans, coach sportif, travaille dans une salle du centre-ville, dit Étienne en feuilletant d'autres photos. Il se voit depuis au moins 1 an, 2 à 3 fois par semaine, toujours dans le même hôtel près du périphérique. Une étrange vague de satisfaction m'a envahi. Ainsi, l'épouse parfaite avait ses propres salles secrets. Autre chose ? ai-je demandé. Étienne a hoché la tête, sortant plusieurs relevés bancaires. Vous vous souvenez des bijoux de votre mère, ceux qui ont disparu ? Ils ont été vendus dans une bijouterie du centre-ville. 20 000 €. L'argent a été transféré sur un compte joint que Manon a secrètement ouvert avec cet homme. J'ai figé. 20 000 €. Les héritages de ma grand-mère Clarisse, des souvenirs inestimables vendus pour financer sa liaison. Et ça, dit-il en me tendant un dernier papier. Des billets d'avion pour Marrakech, réservés l'année dernière au nom de Manon et Enzo. Un séjour de 7 jours dans un hôtel 5 étoiles, payé avec une carte de crédit liée au compte d'Antoine. Tout était vrai. La soi-disant retraite entre filles dont elle avait parlé n'était qu'une lune de miel avec son amant, financée par l'argent volé chez moi. « Est-ce qu'Antoine est au courant ?» ai-je demandé. Étienne a soupiré. « Il l'est. Il y a 6 mois, l'enquêteur a trouvé d'anciens messages. Antoine l'a découvert. Manon a pleuré, a supplié le pardon, a promis d'arrêter, et il l'a accepté. L'a accepté. Je ne pouvais pas le croire. Il a peur d'elle, dit doucement Étienne. Peur du divorce, de perdre les enfants, d'être seul. Alors il a choisi de prétendre qu'il ne savait pas. Je me suis approchée de la fenêtre, regardant la circulation dense en contrebas. Mon fils, le même homme qui m'avait volé, était trop faible pour chasser la femme qui le trahissait. « Donnez tout à maître Roussel », ai-je dit froidement. Cela change tout le dossier. Étienne a froncé les sourcils. Que voulez-vous dire ? Manon a manipulé mon fils, l'a utilisé pour accéder aux biens familiaux, a vendu les biens de ma mère pour financer sa liaison. Ce n'est pas seulement de l'infidélité, c'est de l'escroquerie. Je la veux en prison. Étienne a eu un sourire acéré. Je m'en occupe déjà. 2 jours plus tard, j'ai sonné à la porte de la maison qui avait été la mienne. Manon a ouvert, arborant un sourire forcé rempli de haine. « Et qu'est-ce que vous voulez ? » « Je veux parler en privé avec mon fils. » Elle était sur le point de protester, mais Antoine est apparu derrière elle, mince, les yeux cernés. « Laisse-la entrer, Manon. » Je suis entrée, ressentant une vague d'étrangeté. Tout était pareil. Les meubles, les peintures, la faible odeur de lavande. Mais cet endroit n'était plus chez moi. Antoine m'a conduite dans son bureau et a fermé la porte. Nous nous sommes regardés en silence. Il avait l'air fragile, voûté,
comme s'il avait vieilli de 10 ans. Je suis au courant pour Manon et Enzo, ai-je dit sans embâge. Il s'est figé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées, aucun mot ne sortant. Je sais qu'elle te trompe. Je sais que tu l'as découvert et que tu n'as rien dit. Je sais qu'elle a vendu les bijoux de grand-mère Clarisse pour payer son voyage avec lui. Je me suis approchée. Et je sais une chose de plus. Tu es un lâche. Maman, ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple, ai-je crié. Elle te manipule, t'utilise, te trahit, et tu as quand même choisi de mettre ta mère à la porte plutôt qu'elle. Antoine s'est effondré en sanglotant. J'ai peur, maman. Peur de perdre les enfants. Peur d'être seule. Peur de vivre sans elle. À cet instant, j'ai compris. Mon fils n'était pas seulement faible. Il était piégé dans une relation toxique si profonde qu'il ne voyait même pas qu'il était une victime. Manon l'avait vidé de sa substance, l'avait transformé en marionnette. Une partie de moi avait pitié, mais la plus grande partie, celle qui avait été le plus profondément blessée, ne pouvait pas pardonner. « Antoine, regarde-moi. » J'ai pris son visage en coupe, le forçant à croiser mon regard. « Tu dois choisir. Soit tu te réveilles et tu réalises qu'elle détruit ta vie, soit tu perdras tout. L'entreprise, l'argent, les enfants et ta mère. » Il pleura plus fort. « Je ne veux pas te perdre, maman. Alors fais quelque chose. Prouve-le. » Je me suis reculée. Parce que si tu continues à vivre comme ça, tu as déjà tout perdu. Je suis sortie de la pièce. Manon se tenait dans le salon, ayant manifestement tout entendu. Je suis passée devant elle sans un regard, mais je me suis arrêtée à la porte. « Ah, oh Manon !» ai-je dit froidement. « J'espère que tu as apprécié ces voyages à Marrakech, parce que ton prochain voyage sera en prison. » Son visage s'est vidé de toute couleur tandis que je sortais, rempli de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une vraie force. Cette nuit-là, Maître Roussel a appelé. « Solange, nous avons un problème. » Mon cœur s'est serré. Quel genre de problème? Manon vient de déposer une demande d'ordonnance restrictive contre vous. Elle prétend que vous l'avez menacée de mort devant témoins. J'ai figé. Elle a également demandé au tribunal de restreindre votre contact avec les enfants, affirmant que votre présence est psychologiquement néfaste pour eux. Le monde s'est écroulé autour de moi. C'est impossible. C'est possible. Et elle l'a fait. L'audience est la semaine prochaine. J'ai lâché le téléphone, mes mains tremblant. Manon avait joué salement, très salement. Et pour la première fois, depuis que j'avais quitté cette maison, j'ai ressenti une peur réelle. Peur de perdre Léo et Alice. Peur de ne plus jamais les revoir. Peur que cette femme venimeuse ne gagne vraiment. Mais elle avait oublié une chose. On ne touche jamais aux petits-enfants d'une grand-mère italienne. Car à chaque poison, il y a son antidote. Et ce que j'ai fait ensuite a tout renversé. Cette semaine-là a été la pire depuis le début. Pire même que le jour où j'ai été mise à la porte. Je pouvais supporter l'humiliation, la trahison, la perte, mais être interdite de voir mes petits-enfants. C'était une ligne que personne ne pouvait franchir. Pendant 3 nuits blanches, je suis restée assise sur le balcon, à regarder les lumières de la ville, pensant à Léo et Alice, à leurs sourires édentés. Le Mamie Solange, si doux d'Alice, les vendredis après-midi, à faire des gâteaux au chocolat ensemble. Tout cela pouvait m'être volé à cause d'un mensonge. Le matin de l'audience, j'ai mis un tailleur bleu marine, les cheveux soigneusement attachés, l'air de la femme posée et digne que j'étais, pas la vieille dame dangereuse que Manon dépeignait. Maître Roussel est venu me chercher à 8h. Dans la voiture, il a revu le plan. « Restez calme, ne réagissez pas aux provocations. Laissez-moi parler. » Il m'a regardé sérieusement. « Et soyez prête, Manon va beaucoup mentir. » Le palais de justice était un vieux bâtiment du centre-ville, sentant le papier et l'humidité. Les couloirs étaient étroits et bondés d'avocats en costume qui murmuraient. Au bout du couloir se tenait Manon, dans une robe modeste s'arrêtant aux genoux, maquillage léger, cheveux en chignon, sans bijoux, l'image même d'une mère modèle. Antoine se tenait à côté d'elle, la tête basse, incapable de me regarder. La salle d'audience était petite et étouffante. La juge, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et à l'expression sévère, lisait le dossier d'une voix sèche. Audience pour ordonnance restrictive. Affaire numéro... Mon cœur battait à tout rompre.
L'avocat de Manon, un homme corpulent en costume froissé, s'est levé. « Votre honneur, ma cliente vit dans une peur constante depuis que Madame Solange l'a menacée. » Il a ouvert un dossier. Il y a un témoin confirmant que l'accusé a dit, je cite, « Votre prochain voyage sera en prison. C'est une menace directe. » La juge m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Confirmez-vous avoir dit cela ?» Maître Roussel s'est levé. « Votre honneur, le contexte doit être pris en compte. Je demande à l'accusé, » a interrompu la juge. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, je l'ai dit. Mais ce n'était pas une menace. C'était une constatation légale. J'ai gardé ma voix stable. Elle a vendu des biens familiaux pour financer sa liaison. C'est un crime. Des murmures ont parcouru la salle. Le visage de Manon est devenu rouge vif. « Menteuse !» a-t-elle crié en se levant d'un bond. « Elle invente ça pour me détruire. »« Du calme !» la juge a frappé de son maillet. « Asseyez-vous, Madame Manon, c'est moi qui pose les questions ici. » Son avocat a continué. Outre la menace, il y a aussi une préoccupation pour le bien-être des enfants. Les deux mineurs, Léo, 8 ans, et Alice, 5 ans, vivent dans un environnement plein de tensions. Madame Solange rend souvent visite à l'improviste, fait des remarques accusatrices sur leur mère, provoquant une détresse émotionnelle. « Je ne suis venue qu'une seule fois en un mois entier. » ai-je éclaté, incapable de me retenir. La juge a levé la main. « Madame Solange, veuillez garder le silence. » Elle s'est retournée vers l'avocat. « Continuez. »« Léo fait des cauchemars, » a-t-il dit d'un ton dramatique. Il a dit à sa maîtresse que sa mère et sa grand-mère se disputaient tout le temps et qu'il ne voulait perdre aucune des deux. Alice a recommencé à faire pipi au lit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans. Par conséquent, nous demandons qu'il soit interdit à Madame Solange de contacter les enfants jusqu'à ce que cette affaire familiale soit résolue. C'était comme si on m'arrachait l'âme. Ne plus voir mes petits-enfants. Plus de câlins, plus d'après-midi à pâtisser ensemble. Les larmes ont rempli mes yeux de manière incontrôlable. Maître Roussel s'est immédiatement levé. « Votre honneur, c'est de la manipulation flagrante. La plaignante utilise les enfants comme des armes pour faire pression sur ma cliente dans un litige immobilier de plusieurs millions d'euros en cours. Nous avons des preuves que Madame Manon a détourné des actifs, vendu des héritages familiaux et utilisé l'argent pour une liaison extra-conjugale. Cela n'entre pas dans le cadre de cette audience, l'a coupé la juge. Nous ne traitons que de l'ordonnance restrictive. Mais votre honneur, tout est lié. Je comprends votre point de vue, maître. » Elle a feuilleté le dossier en silence pendant ce qui a semblé une éternité. Puis, elle a parlé calmement. « J'accorde la pétition en partie. » Mon monde s'est effondré à cet instant. Le tribunal a déclaré « Il est interdit à Madame Solange de s'approcher de la résidence familiale. » J'ai retenu mon souffle, jusqu'à ce que la juge lève les yeux vers moi et continue. Cependant, le droit de visite à ses petits-enfants sera maintenu, à condition que les rencontres aient lieu dans un lieu neutre et sous supervision, 1 fois par semaine. Ce n'était pas le résultat que j'avais espéré, mais au moins, ce n'était pas le pire. Manon, en revanche, arborait un sourire triomphant, comme si la moindre restriction à mon encontre suffisait à la satisfaire. Quand j'ai quitté le palais de justice, j'étais complètement vidé. Étienne m'attendait dehors, et dès qu'il m'a vu, il s'est précipité vers moi et m'a serré fort. Là, sur le trottoir poussiéreux de ce vieux tribunal, je me suis effondré dans ses bras. J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis le jour de la mort de mon mari. J'ai pleuré pour l'injustice, pour la cruauté, pour avoir dû regarder mon fils assis, immobile dans cette salle d'audience, silencieux pendant que sa femme détruisait sa propre mère. Elle a gagné, ai-je sangloté. Elle a réussi à me séparer de mes petits-enfants. Étienne a resserré son étreinte et m'a murmuré à l'oreille. Elle n'a pas gagné, Solange. Ce n'était qu'une bataille. La vraie guerre est encore à venir. Cette nuit-là, je n'ai pu ni manger ni parler. Je suis restée assise sur le balcon, fixant la nuit sans fin. Étienne a essayé de me réconforter, m'a apporté du thé chaud, une couverture chaude, de la musique douce, mais rien ne pouvait me calmer. Tard dans la soirée, il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. « Solange, regarde-moi, » dit-il. Je me suis tournée vers lui, les yeux gonflés de larmes. « Cette femme ne sait pas à qui elle a affaire, » dit-il. « Elle vous sous-estime, pense que vous allez courber l'échine.
Mais elle a oublié une chose. Quoi donc? Ai-je demandé faiblement. Il a souri. Que vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Vous avez élevé un fils, travaillé pendant des décennies, perdu votre mari, et vous êtes toujours resté debout. Ce ne sera pas ça qui vous brisera. Ces mots ont ravivé une petite flamme en moi. Alors, que veux-tu que je fasse? Étienne s'est levé, est allé dans son bureau et est revenu avec un dossier épais. Je veux que nous arrêtions de nous défendre et que nous commencions à nous battre. Je l'ai ouvert, voyant des pages de bilans, de contrats et de rapports financiers. L'entreprise d'Antoine est au bord de la faillite, a expliqué Étienne. Mauvaise gestion, dépenses inconsidérées, mauvais investissement. Dans 6 mois, il devra plus d'1 demi-million d'euros. J'ai levé les yeux. Comment sais-tu ça? Il a souri. Parce que j'ai discrètement racheté ses dettes par le biais de quelques sociétés intermédiaires. Je suis maintenant son plus grand créancier. Je peux faire s'effondrer sa société quand je le veux. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qu'il venait de dire. Tu as fait ça pour moi. Étienne m'a regardé longuement. Je l'ai fait parce qu'Antoine mérite les conséquences, et parce que maintenant, c'est vous qui décidez de son avenir. J'ai baissé les yeux sur les documents, sur ces chiffres rouges, réalisant que le destin de mon fils était littéralement entre mes mains. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Manon pouvait jouer sale, mais elle avait oublié que les grands-mères italiennes savent jouer aussi. Et quand elles se battent pour gagner. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était plus de la colère. C'était de la stratégie. J'ai bu mon café et j'ai relu les documents d'Étienne. L'entreprise d'Antoine était noyée sous les dettes. Impôts impayés, salaires en retard, fournisseurs non payés. Un désastre. Par le biais de sociétés écrans, Étienne contrôlait maintenant plus de 500 000 € de cette dette. Mais au milieu de la paperasse, quelque chose clochait. J'ai appelé Maître Roussel. J'ai besoin d'un expert comptable judiciaire, le meilleur que vous connaissiez. Pourquoi faire? A-t-il demandé. Je veux que chaque euro de l'entreprise de mon fils soit examiné pour les 3 dernières années. Chaque facture, chaque transaction, chaque dépense. Que cherchez-vous, Solange? Demanda-t-il lentement. Une preuve, ai-je dit. La preuve de qui a vraiment causé la chute de l'entreprise. Olivier a immédiatement compris. Très bien, vous aurez un rapport complet dans une semaine. En attendant, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Engager un détective privé spécialisé dans la protection de l'enfance. Je veux savoir comment vivent mes petits-enfants, ai-je dit à l'homme au regard sérieux. Suivez leur routine, leurs repas, leur assiduité scolaire. Je soupçonne qu'elle les néglige. Il a hoché la tête, prenant des notes détaillées. Vous aurez mon rapport dans 10 jours. Exactement 1 semaine plus tard, Maître Roussel est arrivé chez moi avec un dossier épais. Il avait l'air sérieux, mais il y avait une étincelle de satisfaction dans ses yeux. Asseyez-vous, Solange, vous devez voir ça. Il a ouvert le dossier, révélant des feuilles de calcul, des graphiques et des pages marquées de notes jaunes. Votre fils n'est pas un voleur, dit-il. Antoine est juste incompétent. Mauvais investissement, confiance accordée aux mauvaises personnes. Son argent a été drainé systématiquement. Par une seule personne. J'ai retenu mon souffle. Manon. Exactement. Il a pointé les chiffres. Au cours des 3 dernières années, plus de 320 000 € ont disparu de l'entreprise. Retrait non autorisé, virements sur de faux comptes, paiement à des fournisseurs inexistants. Il est passé à une autre page. Chaque piste mène à 3 destinations. Un compte joint au nom de Manon et de son amant Enzo. Un investissement au nom de sa mère. Et un appartement secret acheté uniquement à son nom. J'ai serré les poings. Elle n'avait pas seulement trahi mon fils. Elle l'avait ruiné financièrement. Lentement et délibérément. Il y a plus, dit Olivier en me tendant un autre document. Les bijoux de votre grand-mère Clarisse. Ils n'ont pas été vendus pour 20 000 € comme elle le prétendait. Ils ont été vendus pour 55 000 €. Elle a empoché la différence grâce à un accord frauduleux avec le bijoutier qui se trouve être son cousin. Mes mains tremblaient, mi-fureur, mi-soulagement. Enfin, j'avais de vraies preuves. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Olivier a eu un sourire froid. Maintenant, on l'a détruit.
Le jour suivant, le détective a apporté le rapport sur mes petits-enfants. Léo avait manqué 3 jours d'école cette semaine-là parce que sa mère avait oublié de l'emmener. Les déjeuners étaient des fast-food. Les goûters étaient sautés. Alice avait recommencé à faire pipi au lit. Non pas parce qu'elle avait peur de moi, mais parce que sa mère passait des heures à hurler au téléphone, se disputant avec Antoine tard dans la nuit, laissant les enfants seuls devant la télé. Il y avait des photos et des vidéos. Léo attendant devant la grille de l'école à 17h sans que personne ne vienne le chercher. Alice pleurant au parc avec un coup de soleil. C'était une preuve indéniable de négligence. J'ai tenu ces photos, mes mains tremblant. Mes petits-enfants, ai-je murmuré. Est-ce suffisant? Ai-je demandé à Olivier en lui tendant tous les dossiers. Fraude financière, négligence d'enfants, preuve claire. Il a feuilleté les pages, puis a levé les yeux avec un sourire carnassier. « Solange, vous n'avez pas seulement assez de preuves, dit-il en frappant la table. Vous détenez un arsenal. Mais une chose me déchirait encore. Antoine, faible, manipulé, mais toujours mon fils. Une partie de moi voulait la vengeance, mais une autre voulait le sauver. Cette nuit-là, je me suis assise avec Étienne sur le balcon. Je pourrais les détruire tous les deux, ai-je dit. J'ai assez de preuves pour envoyer Manon en prison, obtenir la garde des enfants et mettre Antoine en faillite. Mais j'ai baissé les yeux. C'est toujours mon fils. Étienne m'a pris la main. Alors, que ferez-vous? J'ai pris une profonde inspiration. Je vais lui donner une dernière chance. Une seule. Mais à mes conditions. Je me suis tournée vers Étienne. Je vais offrir un accord. J'effacerai la dette de 500 000 €. S'il fait 3 choses. Divorcer de Manon immédiatement. Suivre une thérapie avec moi et les enfants. Et rembourser la totalité des 1 600 000 € qu'il a volés. Même par versement. S'il refuse, ma voix est devenue d'acier. Alors je mettrai fin à tout pour eux deux. Manon ira en prison. Antoine perdra tout. Et je prendrai la garde de Léo et Alice. Étienne m'a regardée avec admiration. Solange, vous n'êtes pas seulement forte, vous êtes brillante. Le lendemain, Maître Roussel a rédigé les termes de l'accord. Termes, témoins, actes notariés. Tout. Ce serait la dernière chance d'Antoine de prouver qu'il lui restait un peu de décence. La réunion a été fixée au mardi matin, dans le bureau d'Olivier, un lieu neutre, avec des avocats, un thérapeute et 2 témoins officiels. Je suis arrivée 15 minutes en avance, portant une simple robe grise, cheveux soigneusement attachés, sans bijoux. Je voulais avoir l'air de moi-même. Calme, stable, inébranlable. Étienne s'est assis à côté de moi. Olivier a vérifié les documents. L'expert comptable Paul a préparé son ordinateur portable. Les 2 témoins du tribunal étaient prêts. À 10 îles précises, la porte s'est ouverte. Antoine est entré le premier. Costume mince flottant sur lui, mal rasé, des cernes sous les yeux. Il ressemblait à un homme qui avait tout perdu. Manon a suivi, portant une robe rouge moulante, des talons hauts, un maquillage assez épais pour cacher sa peur. Son arrogance avait disparu, remplacée par de l'appréhension. Leur avocat, le même homme corpulent au costume froissé, est entré en dernier. « Bonjour », commença Olivier, le ton froid et ferme. « Merci à tous d'être venus. Cette réunion est une conciliation, mais tout sera enregistré et pourra être utilisé au tribunal. » Manon a ouvert la bouche pour protester, mais son avocat l'a arrêté. « Veuillez poursuivre. » Olivier a allumé le projecteur. Des graphiques détaillés sont apparus sur le mur. Allons droit au but. Au cours des 3 dernières années, plus de 320 000 € ont disparu de l'entreprise de M. Antoine. Il a pointé les chiffres rouges. Transactions non autorisées, paiements frauduleux, virements illégaux. Les yeux d'Antoine se sont écarquillés alors qu'il se tournait vers Manon qui était maintenant livide. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » balbutia-t-il. « Des mensonges, ce sont des mensonges » a crié Manon. L'expert comptable Paul s'est levé et a parlé calmement. « Rien n'est inventé, madame. Toutes les données proviennent directement du système comptable de l'entreprise, croisées avec les relevés bancaires et les factures vérifiées. Il est passé à la diapositive suivante. Voici un virement de 50 000 € vers un compte joint au nom de Manon et Enzo. Le nom de l'amant a frappé la pièce comme un coup de feu. Antoine s'est levé d'un bond, le visage vidé de son sang. « Enzo, tu as mis son nom sur ton compte ?» « Antoine,
Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Ai-je dit froidement, alors que Paul passait à la diapositive suivante. Achat d'une propriété à Marbella. Appartement de 2 chambres avec vue sur l'océan. Prix 260 000 €. La salle est tombée dans un silence de mort. Antoine a chancelé, s'agrippant à la table pour s'équilibrer. Son visage était d'une blancheur fantomatique. Tu as acheté une maison, avec lui, avec mon argent. Manon était acculée, ses yeux cherchant une issue qui n'existait pas. Et il y a plus, ai-je dit, ma voix tranchant l'air comme une lame. Olivier est passé à la diapositive suivante. Des photos de mes petits-enfants sont apparues. Léo assis seul devant la grille de l'école. Le bras d'Alice brûlé par le soleil. Les registres des jours d'école manqués, des repas sautés. Pendant que tu étais occupé avec ton amant et à voler de l'argent, ai-je dit lentement, tes enfants étaient négligés. Le thérapeute présent a ouvert un dossier. J'ai contacté l'école. Le directeur est très préoccupé. Léo montre des signes d'agressivité et Alice a régressé dans son développement. Antoine s'est effondré, enfouissant son visage dans ses mains. Je ne savais pas. Mon Dieu, je ne savais pas. Parce que tu n'as jamais regardé, ai-je hurlé, perdant le contrôle pour la première fois. Tu étais trop occupé à être son esclave pour voir qu'elle détruisait tout. Ton entreprise, tes enfants et ta mère. Manon s'est levée d'un bond, pointant le doigt vers moi. Vous n'êtes qu'une vieille femme amère. Vous faites ça parce que vous ne supportez pas que votre fils ait sa propre vie. Sa propre vie? Je me suis levée aussi. Vous appelez la trahison, la fraude et la négligence d'enfants une vie? Vous êtes une menteuse, une voleuse et une mère terrible. Assez. Olivier a frappé la table de sa main. Asseyez-vous tous les deux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai retrouvé mon calme. Manon est restée debout, tremblante de rage. Son avocat s'est penché et a murmuré « Asseyez-vous, vous ne faites qu'aggraver les choses. » Elle s'est assise, ses yeux me lançant des poignards. Olivier a ouvert le dernier dossier. « Antoine, maintenant c'est votre tour. » Il a placé un document devant mon fils. « Votre entreprise doit 500 000 €. Ces dettes ont été acquises par M. Étienne Chevalier par le biais d'intermédiaires. Il a le droit légal d'engager une procédure de faillite à tout moment. » Antoine a regardé Étienne, puis moi, l'incrédulité dans les yeux. Olivier a continué. « Cependant, il y a une offre. Votre mère est prête à effacer la totalité de la dette. Si vous acceptez 3 conditions. » J'ai fait glisser le contrat vers mon fils. Antoine a lu à voix haute, la voix tremblante. Divorcer immédiatement de Manon. Suivre une thérapie familiale pendant au moins 1 an. Et rembourser les 1 600 000 € prélevés sur les actifs de mon père, sur 10 ans, sans intérêt. La pièce était silencieuse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu acceptes, je t'aiderai à reconstruire ta vie. L'entreprise peut se redresser. Tu peux reprendre ta place de père, ce dont ces 2 enfants ont désespérément besoin. Et si je refuse, a-t-il murmuré. Si tu refuses, ai-je dit fermement, je mettrai fin à tout. Manon sera poursuivie pour fraude et détournement de fonds. Tu feras faillite. Et je me battrai pour la garde exclusive de Léo et Alice. Parce que vous avez tous les 2 prouvé que vous étiez inaptes à être parents. Manon a hurlé. « Ne signe pas, n'ose pas, Antoine, elle bluffe. » Olivier a fait glisser un autre jeu de papier vers elle. Ceci est la plainte officielle déjà déposée. Accusation, fraude, faux et usage de faux et détournement de fonds. Les documents seront envoyés au tribunal ce matin. Le visage de Manon est devenu blême. Antoine a regardé le papier, puis moi, et enfin, il l'a regardée, elle. « Antoine, ne fais pas ça !» a supplié Manon, des larmes coulant sur son visage. « Pense aux enfants, à notre famille. » « Famille ?» Antoine s'est tourné vers elle, la voix basse mais ferme. « C'est toi qui as détruit cette famille. Tu as volé mon entreprise, tu m'as trahi, tu as utilisé l'argent de ma mère pour acheter une maison avec ton amant, et tu oses parler de famille ?» Il a pris le stylo, et il a signé. Manon a crié, a juré, a tenté de lui arracher les papiers des mains, mais un agent de sécurité de l'immeuble l'a retenu. « Lâche! Traître! Tu vas le regretter !» Antoine l'a regardé, la voix tremblante mais stable. « Je l'ai déjà regretté. Regretté d'avoir perdu 13 ans avant de voir qui tu étais vraiment. » Manon a été escortée hors de la pièce, hurlant toujours.
Quand la porte s'est enfin fermée, le silence a rempli l'espace. Antoine s'est effondré sur sa chaise, a enfoui son visage dans ses mains et a sangloté de manière incontrôlable. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur son épaule et j'ai murmuré « Maintenant, on recommence, à partir de rien, ensemble ». Il m'a serré dans ses bras, et nous avons pleuré, parce que certaines choses, même brisées, peuvent encore être réparées. Mais l'histoire n'était pas terminée. Il restait une dernière chose, la plus importante de toutes. 6 mois peuvent te sembler courts, mais quand on reconstruit une vie à partir de cendres, chaque jour ressemble à une année. Aujourd'hui, je suis assise sur le balcon de mon appartement, sirotant mon café du matin. Le soleil de septembre entre par la fenêtre, chaud sur ma peau. En bas, Paris se réveille. La circulation, les klaxons, le rythme de la vie. Ici, j'ai enfin la paix. Tant de choses ont changé. Manon effectue 200 heures de travaux d'intérêt général, nettoyant un centre public pour enfants. Elle a tout perdu. L'appartement avec vue sur l'océan a été vendu aux enchères pour payer les dettes. Son amant, Enzo, a disparu à l'instant où l'argent s'est tari. C'est drôle comme ces gens-là s'évanouissent vite quand les poches sont vides. Elle essaie toujours d'appeler les enfants. Parfois, Léo répond, poli mais distant. Alice pleure encore après chaque appel, mais le thérapeute dit que le temps guérira. Quant à Antoine, mon fils, il vit maintenant dans un petit 3 pièces à Belleville. Modeste, mais bien rangé et lumineux. Il travaille pour une entreprise de logistique. Plus propriétaire, plus patron, juste un employé. La semaine dernière, il m'a dit « Maman, pour la première fois depuis des années, je dors bien. Pas de dettes, pas de mensonges et pas de voix empoisonnée qui me murmure à l'oreille. » Il a la garde partagée maintenant. Les mardis et jeudis, les enfants sont chez lui. Et chaque samedi, ils me rendent visite. Aujourd'hui, c'est samedi. Je regarde l'horloge. 9h15. Mon cœur bat plus vite. À chaque fois, l'émotion est aussi forte que la première. La sonnette retentit. J'ouvre la porte. « Mamie !» Alice court dans mes bras. Ses cheveux ont poussé. Il lui manque 2 dents de devant. Léo suit. 8 ans, essayant de jouer au grand, mais me serrant toujours aussi fort. « Mamie, on a apporté tous les ingrédients pour faire le gâteau. Papa nous a laissé tout choisir au magasin. » Antoine se tient à la porte, tenant 2 grands sacs. Il a l'air en meilleure santé, de la lumière dans les yeux. « Bonjour maman. »« Bonjour mon fils. » Étienne sort de la cuisine, un torchon à la main. « Alors, on est prêt à faire le meilleur gâteau au chocolat de France, mes petits chefs ?» Les enfants crient de joie et se précipitent vers la cuisine. La cuisine se transforme en un champ de bataille sucré. De la farine partout, les mains d'Alice couvertes de chocolat, Léo concentré pour casser les œufs comme un scientifique. Antoine se tient à côté de moi, fouettant la pâte en silence. Au bout d'un moment, il dit doucement « Maman, merci. » « Pourquoi ?» je demande. « De ne pas m'avoir abandonné, même quand je ne le méritais pas. » Je pose ma main sur la sienne. « Tu es mon fils. Je peux être en colère. Je peux avoir mal. Mais je ne t'abandonnerai jamais. Je peux m'éloigner, mais je ne me détournerai jamais. » Il essuie rapidement une larme. La thérapie m'a aidé à voir. J'ai été abusée émotionnellement pendant des années. Elle contrôlait chaque partie de moi. Je ne dis pas ça pour excuser ce que j'ai fait. Mais maintenant, je comprends pourquoi j'étais si aveugle. « Et maintenant ?» je demande. Il sourit. Un vrai sourire que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Maintenant, je me sens libre, comme si je revivais. Le gâteau finit de cuire. L'odeur de chocolat emplit la maison. Alice crie depuis le salon. « Mamie, c'est prêt ? » « Encore 10 minutes, ma chérie. » Nous coupons le gâteau et nous nous asseyons autour de la table. Léo parle de l'école. Alice me montre fièrement son dessin de famille. Mamie, papa, les 2 enfants et Étienne. Tous se tenant la main. « Où est ta mère ?» demande doucement Antoine. « Elle est sur une autre page, » répond Alice innocemment. Parce qu'elle vit loin maintenant. Les enfants ont leur propre façon de comprendre les choses. Simple et profonde. Étienne me regarde de l'autre côté de la table, souriant. Je lui rends son regard chaleureux. Quand tout le monde est parti et qu'Antoine emmène les enfants au parc, Étienne et moi nous asseyons à nouveau sur le balcon.
Il me prend la main. Solange, vous l'avez fait. Vous avez tout reconstruit. Nous l'avons fait, dis-je. Je n'aurais pas pu le faire seul. Vous auriez pu, rit-il. Vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Je pose ma tête sur son épaule, regardant le soleil peindre la ville en or. Vous savez ce que j'ai appris de tout ça ? Je demande doucement. Quoi donc ? Dit-il. Que nous ne sommes pas obligés de nous contenter de morceaux brisés, que le respect de soi n'est pas à vendre, et que même lorsque la vie nous brise en 1000 morceaux, nous pouvons toujours nous rassembler. Je me tourne vers lui. Et quand nous nous reconstruisons de nos propres mains, nous ne revenons jamais à ce que nous étions. Alors, que devenons-nous ? Demande Étienne. Je souris. Nous devenons des diamants. Il pensait qu'il pouvait me briser. Mais il ne savait pas que j'avais été brisé et que j'avais renaquis trop de fois pour apprendre à devenir un diamant. Et les diamants, voyez-vous, ne se brisent pas. Ils ne font que briller. En regardant en arrière maintenant, je réalise que parfois, nos plus grandes pertes sont les moments qui nous apprennent ce que signifie vraiment l'amour. La famille n'est pas toujours parfaite, mais le véritable amour a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir la paix plutôt que le ressentiment. J'ai cru un jour que j'avais tout perdu. Mais dans cette perte, j'ai trouvé ce qui comptait le plus. L'amour, le respect de soi et le vrai sens du mot « foyer ». Et vous ? Si vous deviez choisir entre le pardon et le lâcher-prise, que choisiriez-vous ? Partagez vos réflexions ci-dessous. Parce que je crois que chaque histoire que nous racontons peut aider quelqu'un d'autre à trouver sa propre lumière. Et si vous souhaitez rester avec moi dans ce voyage où les histoires de famille, de courage et de renaissance sont racontées directement du cœur, ne partez pas. Car il y a encore tant de beauté qui nous attend.